Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler philo et on va s'attaquer aux notions de la conscience et de l'inconscient qui font partie des 18 notions à connaître pour le bac. C'est parti! Alors tout d'abord, si on parle de définition, qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien ce mot vient du terme latin cum scientia qui signifie avec science. La conscience, c'est le fait d'appréhender ce qui se passe à l'intérieur de soi, de la simple connaissance de notre existence à la capacité à émettre des jugements moraux. C'est-à-dire qu'il existe trois niveaux de conscience. On a la conscience préréflexive, qui est la forme élémentaire de conscience, c'est-à-dire on a conscience qu'on est en vie. Une fois qu'on a cette conscience préréflexive, la conscience qu'on est en vie, eh bien, on peut atteindre le niveau de conscience réflexive, c'est-à-dire on sait qu'on est en vie et on sait qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire que je dis je, et quand je le dis, je sais que je parle de moi, je sais que je me désigne moi. Une fois ces deux niveaux atteints, nous pouvons atteindre la conscience morale. C'est ce que Kant, un philosophe, appelle le tribunal intérieur, puisque celui qui en est doté est capable de juger de la valeur morale de ses actes et de ses pensées. C'est-à-dire, est-ce que mes actions sont justes? Est-ce que mes actions sont injustes? Le fait de se poser ces questions et d'être capable de juger si oui ou non nos actions sont justes ou non, eh bien, c'est le fait que nous avons une conscience morale. D'ailleurs, en parlant de Kant, on va tout de suite citer un extrait de son Anthropologie du point de vue pragmatique. Alors, rassure-toi, hein, évidemment, je te lis l'extrait, mais après on va faire un petit résumé avec les informations importantes à retenir et simplifier par rapport à la manière dont il les exprime, bien sûr. Que l'homme puisse posséder le jeu dans sa représentation, cela l'élève infiniment au-delà de tous les autres êtres vivants sur la Terre. C'est par là qu'il est une personne, et grâce à l'unité de la conscience à travers toutes les transformations qui peuvent lui advenir, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un être totalement différent par le rang et par la dignité, de choses comme les animaux dépourvus de raison. Et cette différence est présente même quand il ne peut pas encore prononcer le jeu, parce que néanmoins il le possède déjà dans sa pensée. Bon, que retenir de tout cela? Eh bien pour Kant, atteindre tous les niveaux de conscience n'est pas immédiat. Au début, l'enfant n'a pas conscience de penser, il a simplement conscience d'être vivant. Il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent ni se désigner à la première personne. Puis, quelque temps plus tard, l'enfant va apprendre à dire je pour parler de lui. Au début, il se désigne en s'appelant par son prénom, par exemple Tom veut manger au lieu de dire je veux manger. Et cela montre qu'il a atteint le niveau de conscience réflexive. Il se pense et il sait qu'il est lui-même. En effet, même s'il se désigne d'abord par son prénom, il apprendra par la suite à dire je, mais le simple fait de se désigner par son prénom manifeste le fait qu'il a conscience d'être la personne qui s'appelle Tom, qu'il a donc conscience d'être lui-même, conscience de ses besoins, de ses nécessités, de ses émotions. Tom veut manger, Tom ressent le besoin de manger. J'ai faim. Donc, enfin, quand il sera capable de juger du bien-fondé d'une action, il aura atteint le dernier stade de conscience, la conscience morale dont nous parlions tout à l'heure. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces trois stades de conscience, pré-réflexive, réflexive et morale, eh bien, s'atteignent à différents âges de la vie. Tous les niveaux de conscience ne s'atteignent pas de manière immédiate, d'accord? On a une conscience plus ou moins approfondie selon notre âge et notre évolution. Passons maintenant à un philosophe nommé Blaise Pascal. Blaise Pascal, dans ses pensées, nous dit, je le cite, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui. L'univers n'en sait rien. Que retenir de cet extrait? Eh bien, Blaise Pascal, dans ses pensées, va mettre en avant l'idée que grâce à sa conscience, l'homme réfléchit. Pour lui, l'homme est un roseau pensant. L'expression roseau pensant, la citation roseau pensant,
est une citation extrêmement importante en philosophie que tu peux retenir, évidemment, puisque c'est assez facile de s'en rappeler et que ça peut te servir pour pas mal de sujets. Si l'homme est pour Pascal un roseau pensant, c'est parce que son corps est fragile, hein. Le roseau, c'est une plante assez fragile. Mais le roseau est pensant, donc son esprit le distingue des autres vivants. En gros, c'est sa conscience qui fait sa supériorité sur les autres éléments du monde. C'est parce que l'homme dispose d'une conscience, sous-entendu contrairement aux autres éléments de l'univers, qu'il est supérieur à ces autres éléments de l'univers. Passons maintenant à l'inconscient. Alors, tout d'abord, d'un point de vue définitionnel, il faut distinguer inconscient et inconscient. Et oui, un individu inconscient, c'est celui qui est irresponsable, qui agit de manière dangereuse ou alors sans se soucier des conséquences, par perte de contrôle de lui-même ou même par immaturité. C'est aussi celui qui a perdu conscience parce qu'il est dans le coma, par exemple. En philosophie, l'inconscient, c'est la partie de nous qui refoule nos émotions, qui nous fait faire certains choix plutôt que d'autres de manière inexpliquée, puisque ces fameuses justifications sont refoulées. On va tout de suite s'interroger sur cet inconscient à partir de la lettre H à nu écrite par Descartes. Dans cette lettre, Descartes nous invite à réfléchir sur l'origine de nos sentiments. En effet, à partir d'une expérience personnelle, il incite le lecteur à se demander ce qui génère chez lui de l'attirance pour une personne plutôt que pour une autre. Donc Descartes va partir de sa propre expérience en expliquant avoir été attiré, étant petit, par une petite fille qui louchait. Et par la suite, il s'est rendu compte qu'il a toujours éprouvé quelques sentiments à l'égard de femmes qui partageaient la même caractéristique, à l'égard de femmes qui louchaient également. Donc il a réalisé plus tard qu'en réalité, c'est parce qu'il avait associé ce trait physique, le fait de loucher, au sentiment amoureux qu'il ressemblait pour la petite fille louche. Et c'est la justification que son inconscient lui cachait jusqu'alors et qui l'empêchait de comprendre son attirance. Cette attirance s'est arrêtée net dès qu'il a réalisé, une fois adulte, après y avoir réfléchi bien sûr, que loucher est perçu par la société comme un défaut et qu'en réalité, s'il aimait les personnes qui louchaient, s'il avait une attirance pour les personnes qui louchaient, eh bien cela le renvoyait à un amour d'enfance. En effet, on peut tirer de cette petite lettre à Chanu la conclusion suivante. L'existence de l'inconscient remet en question la compréhension qu'on a de nos actions. Ça veut dire que le fait que l'inconscient existe, eh bien, va venir remettre en question l'interprétation qu'on peut avoir, les justifications qu'on peut se donner. Du type, si j'agis ainsi, c'est pour telle raison. Eh bien non, peut-être que l'inconscient refoule la véritable raison pour laquelle j'agis ainsi plutôt que d'une autre manière. Passons maintenant à Freud. Freud va effectuer plusieurs typologies qui vont nous intéresser. Alors, une typologie, c'est-à-dire un classement. La première qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la typologie des formes de conscience. Freud en distingue trois. La première, c'est le conscient, qui permet à l'être d'avoir pleinement conscience et connaissance de ses actes et de ses pensées, et des causes qui les déterminent. La deuxième, c'est le préconscient. Ce sont des souvenirs refoulés, mais dont on peut se rappeler, qui peuvent nous revenir par la suite au fur et à mesure. Enfin, nous avons aussi l'inconscient, qui est une forme de censure de l'esprit qui va refouler un souvenir, une explication, pour que le sujet reste équilibré. C'est souvent le cas quand on est face à un traumatisme, par exemple une personne qui va subir une agression, peu importe le type d'agression, eh bien, ne s'en rappellera peut-être pas dans les détails, elle en aura que de vagues souvenirs, ou alors elle saura simplement qu'elle a subi ça, mais sans savoir précisément ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas qu'elle a oublié, ce n'est pas qu'elle ne s'en rappelle plus, c'est que son inconscient ne rend pas disponible le souvenir pour sa mémoire. Sa mémoire n'a pas accès au souvenir. L'inconscient va le refouler, va le cacher, le masquer pour que le sujet puisse rester équilibré à cause de ce traumatisme, suite à ce traumatisme. L'esprit va censurer le souvenir et le sujet n'y aura pas accès. Seconde typologie de Freud, qui concerne le ça, le surmoi et le moi.
Le ça, ce sont les pulsions inconscientes qui veulent être satisfaites immédiatement et qui sont à l'origine de nos désirs. Le surmoi, c'est les règles morales intériorisées par l'individu pour qu'il puisse vivre en société. Et le moi, c'est sa capacité à s'adapter au monde. Le moi va maîtriser le ça, les pulsions inconscientes. Qu'est-ce que cette typologie nous apprend? Eh bien que pour Freud, le désir est au centre de notre personnalité. C'est la cause inconsciente qui détermine nos actions. Et ça, c'est très intéressant si tu tombes sur un sujet qui mêle conscience et désir, par exemple. Mais cet inconscient dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme une fausse excuse? Eh bien oui. Selon les philosophes, en tout cas certains d'entre eux, l'inconscient peut être une fausse excuse. Sartre dira même que c'est de la mauvaise foi. Alain ira encore plus loin en affirmant que c'est un faux alibi, que c'est la passivité de l'esprit qui se laisse dominer, et il parlera même de mythe pour discréditer Freud. En effet, pour Sartre et Alain, l'inconscient est une fausse excuse, n'existe pas, c'est juste une forme de passivité de l'homme qui n'a pas l'envie de faire l'effort nécessaire afin de chercher des causes, afin de chercher des justifications à ses actions. Et voilà, le cours du jour est terminé, et je t'invite à nous rejoindre très vite et à nous suivre pour de nouveaux cours. À bientôt!